Hello chers cavaliers et chères cavalières, ici Angélique. Bienvenue sur le podcast J'entraîne mon cheval. Le podcast est complémentaire au blog. Sur le blog, on reste axé vie quotidienne. Alors le podcast, c'est l'occasion de prendre de la hauteur et de s'inspirer. Ensemble, nous allons interviewer des personnalités ou des experts équestres pour qu'ils nous parlent de leur vision du lien entre un cavalier et son cheval. Le but, c'est évidemment que nous progressions nous-mêmes dans notre propre lien avec les chevaux. Si l'idée du podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, notez-le sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Par exemple, mettez-moi 5 étoiles sur iTunes ou un commentaire ou un like sur la publication. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « L'éthologie la vraie ». Parce que mon invitée du jour est Claire Neveu, et Claire est éthologue, mais peut-être pas celle que vous pensez. Pas celle qui murmure à l'oreille des chevaux, plutôt celle qui les regarde et qui les observe. Parce que Claire est diplômée en éthologie, en fait, la science qui étudie les comportements. C'est vraiment regrettable qu'en français, les deux mots soient identiques, ce qui contribue à la confusion générale. Donc dans ce podcast, Claire va nous parler du comportement du cheval, de quoi il a besoin, comment il apprend. On clarifiera ce qu'est le renforcement positif, le renforcement négatif, les façons d'apprendre pour le cheval, etc. On verra que malgré nous, nous pouvons apprendre des choses mauvaises, entre guillemets, à nos chevaux. On évoquera par exemple les vices d'écurie, que je mets ici entre guillemets. On l'illustre avec ce moment, vous savez, à la distribution de nourriture où certains chevaux tapent dans les portes des boxes. En fait, c'est un comportement qu'on renforce malgré nous. Claire nous expliquera aussi des notions assez générales sur la dominance, sur le leadership. Est-ce qu'on doit être dominant par rapport à son cheval? Est-ce qu'on doit être le leader? La réponse est bien plus nuancée que Internet peut nous laisser croire. Et puis, Claire va nous donner des pistes globales sur les jouets pour les chevaux, comment éveiller l'intérêt de son cheval, comment aider les chevaux qui ont des tics, ceux qui tiquent à l'air, ceux qui tiquent à l'ours dans les écuries, comment améliorer la vie de son cheval, qu'il soit au paddock, au pré, en boxe. Il y a plein de petites astuces disséminées tout au long de cet épisode, qui est très très riche selon moi, pour que vous puissiez avoir des explications ou des idées pour améliorer votre relation avec votre cheval. Pour moi, c'est l'un des épisodes les plus riches, je pense, parce que vraiment, d'un bout à l'autre, on va parler cheval et comportement. Donc il est temps que je lance l'épisode « L'éthologie la vraie ». Allez, c'est parti. Bonjour Claire. Bonjour Angélique. Tu vas bien? Écoute, ça va très bien, merci. Écoute, merci à toi de bien vouloir participer à ce podcast comme étant mon invité et à distance en plus. Je sais que c'est pas toujours facile, donc voilà, je voulais te remercier pour le temps consacré. Non, c'est moi qui te remercie. Je suis toujours ravie en fait de pouvoir parler de mon métier, des connaissances scientifiques et de pouvoir les partager au plus grand nombre. Oui, parce qu'en plus, Claire, tu es éthologue, mais genre le vrai. Exactement. Alors, je dis que je suis éthologue de formation scientifique parce que c'est vrai que le terme est un peu galvaudé en France, pas à l'étranger d'ailleurs. Donc moi, j'ai une formation d'éthologie. Donc l'éthologie, c'est la science qui étudie le comportement animal, y compris celui de l'homme, je dis souvent. Il y a des éthologues humains. Mais les éthologues humains, du coup, ils font quoi? Enfin, je te coupe, pardon. Les éthologues humains? Ouais, non, mais vas-y. Souvent, il y a beaucoup d'études, par exemple, sur le comportement des bébés face à la mère, par exemple, la reconnaissance maternelle. D'accord. Ça fait Ok. partie de l'éthologie. Et il y a des côtés un petit peu plus marketing. Il y a des éthologues qui travaillent, par exemple, dans les supermarchés pour adapter les rayons, les musiques diffusées, les odeurs diffusées pour D'accord. faciliter les achats, Ok, par ça exemple. marche. Donc Ok. voilà. Et donc voilà, donc l'éthologie, effectivement, ça peut s'appliquer à tous les animaux, pas que les chevaux. C'est une démarche scientifique, en fait, de recherche, à la base. Donc soit sur des animaux qui vivent à l'état naturel, soit sur des animaux d'élevage ou domestiques, ou éventuellement des animaux de laboratoire aussi pour faire des tests. Par exemple, l'INRA a de nombreux éthologues en son sein. Voilà pour l'éthologie. C'est un parcours d'études classique? Il y a vraiment des diplômes d'éthologue? Alors tout à fait. Alors c'est un parcours d'études classiques. Le mien en tant que tel n'est pas classique parce que j'ai toujours aimé les chevaux. Dès l'âge de 12 ans, je voulais travailler dans le milieu du cheval. Et là où je me suis dirigée en premier, c'est dans l'élevage en fait. Moi, j'ai d'abord en fait un BTS agricole en production animale, module élevage équin. Et j'ai travaillé dans l'élevage du cheval en France et à l'étranger pendant 5 ans. Et
Le dernier pays dans lequel j'ai travaillé, c'est l'Afrique du Sud et les conditions de vie des chevaux sont très différentes. Les chevaux vivent au pré, les juments, par exemple, sont rentrées que 3 semaines avant le poulinage et hop, ensuite elles sont en groupe au pré. Enfin les poulains, quand ils sont sevrés, il y a un cheval adulte avec eux pour continuer à leur apprendre, leur comportement social et cetera. Et donc vous imaginez bien que quand je suis revenue en France après, ça m'a un petit peu fait un choc, hein. Ouais, c'est clair, je comprends, ouais. Oui, bah, c'est ça. J'ai pas pu me remettre à travailler, en fait, dans l'élevage du cheval en France. Je me suis posé plein de questions. Ma vision du cheval, de l'équitation avait changé et c'est là que j'ai repris. Je me suis interrogée, hein, sur les différents métiers que je pouvais faire, hein. Je ne connaissais pas l'éthologie, donc j'ai regardé un petit peu les formations qui existaient et effectivement, j'ai repris des études en éthologie, donc c'est un master, hein, D'accord. d'éthologie appliquée, là, en l'occurrence, que j'ai fait à l'université Paris 13. Donc en master 1, master 2, hein, le niveau master 2 te donne le titre d'éthologue, hein, D'accord. et donc bien sûr, comme j'avais qu'un BTS, j'ai repris une licence de physiologie entre les 2, quoi. Donc j'ai repris 3 ans d'études, après avoir travaillé pendant 5 ans dans le milieu du cheval. OK, d'accord. Bah, dis donc, j'ignorais, le niveau, post-bac de l'éthologue et puis j'ignorais ton parcours et le fait que tu Mmh. avais bossé à l'étranger, dans l'élevage. D'accord. Alors oui, juste une petite précision. Donc effectivement, le bac plus 5 te donne le titre d'éthologue, mais la plupart des chercheurs en éthologie ont une thèse en fait en éthologie. Donc après le master, on peut continuer. Comme tout docteur, quoi. Exactement. On peut continuer sur 3 ans d'études et soutenir sa thèse en éthologie. Donc la plupart des chercheurs de l'IFCE ou de l'INRA justement ont une thèse. Oui, donc 9 ans d'études. Exactement. Des études de doctorant classiques, Classique, tu soutiens ta thèse et ensuite tu cherches un poste, la plupart du temps dans le public, même s'il y a quelques éthologues qui travaillent, dans le privé. Je pense notamment, par exemple, chez Royal Canin, il y en a qui travaillent sur le comportement du chat, comportement alimentaire du chat, par exemple. Voilà. D'accord, OK. Ah ouais, bah, oui, tu vois? Ça n'a rien à voir avec, l'éthologue, des centres équestres. Avec l'idée qu'on s'en fait, effectivement, Exactement. on appelle entre l'éthologue ou l'équitation éthologique, effectivement, où on est plutôt dans l'éducation du cheval. Moi, je travaille, hein, avec, des éthologues, enfin des personnes qui pratiquent l'équitation éthologique, mais je vais enseigner plutôt la partie théorique, justement, qui va leur permettre d'adapter leur pratique, sur le réel comportement du cheval, enfin ce qu'on sait réellement d'un point de vue scientifique du comportement du cheval. Oui, toi, tu as vraiment un rôle de conseiller, tu n'es pas du tout dans le faire. Ouais, c'est ça, pas pour l'éducation, effectivement. Là où je peux être dans la partie, concrète, c'est plutôt dans l'aménagement des infrastructures pour le bien-être du cheval. D'accord. Où là, je travaille avec des entreprises qui vont, aménager l'intérieur des bâtiments ou penser entièrement un nouveau projet pour héberger le cheval en fonction de son bien-être. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Bah, tu nous en reparleras, après, j'imagine? Avec plaisir. Moi, je fais juste une petite encartade parce que c'est comme ça que j'ai eu, tes contacts à la base. Je sais que tu m'avais aidée à l'époque quand je bossais pour un équipementier, donc ça peut être, effectivement une presta que tu proposes. Alors c'est même, en fait, le cœur de mon activité. C'est vraiment la recherche et développement. Moi, j'ai développé ma structure autour de la prestation de recherche et développement où je vais, travailler donc du coup, pour les fabricants de matériel, ou éventuellement les startups qui développent, des process, des solutions pour le bien-être du cheval et je vais tester ce produit ou cette solution par rapport au bien-être du cheval. Voir si ça a un impact positif déjà, Mmh. qui est souvent, voulu par le fabricant, mais voir si ça n'a pas d'impact négatif, bien sûr. Oui, oui, je me souviens qu'on avait dû protocoler les reprises, qu'on allait te faire observer, qu'il y avait plusieurs chevaux, plusieurs cavaliers, que ça avait pris, 3 ou 4 mois, je crois, de mémoire, hein, pour toi, pour observer tout ça. Mmh. Exactement, alors la R&D, c'est comme une étude, scientifique, menée en laboratoire, hein. Il faut border, bien sûr, la façon dont on travaille, essayer de standardiser déjà les conditions, donc travailler sur le même type de chevaux, dans les mêmes lieux. Si on travaille, sur le cheval monté, bah, avoir le ou les mêmes cavaliers sur plusieurs chevaux. Il faut aussi multiplier ces observations, donc avoir plusieurs chevaux, enfin, qui font le même exercice pour qu'on puisse, standardiser les données et la dernière étape, c'est l'analyse des données, faut avoir suffisamment de données pour pouvoir les analyser statistiquement. Tu as bien résumé la démarche scientifique et effectivement, je pense que ça n'a vraiment rien à voir avec, les horsemanship, on va dire,
classique, en tout cas, Bah, sur le c'est 2 métiers totalement différents, mais qui peuvent être complémentaires effectivement, sur certains points. parle-nous du comportement des chevaux. Comment un cheval apprend? Alors avant de répondre à ta question, je vais juste faire une petite parenthèse sur les besoins du cheval, parce que ce Ouais, qu'on ouais, ouais, on bien sûr, parle on vas-y. parle souvent du bien-être du cheval. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les besoins du cheval? En gros, le cheval, il va avoir 3 besoins principaux. Un besoin d'alimentation, un besoin de déplacement, un besoin de contact social. Déjà, le cheval, c'est un animal grégaire qui, à l'état, naturel, va vivre en groupes sociaux, donc souvent en famille, en tout cas, donc avec un étalon, plusieurs juments, plus la progéniture jusqu'à ce qu'ils aient 2-3 ans. Donc ça, c'est un des groupes sociaux existants. Peut y avoir aussi un groupe social qu'on appelle le groupe de mâles célibataires. Donc c'est les jeunes mâles qui vont partir de la famille quand ils atteignent la maturité sexuelle et donc ils vont vivre, à 4 ou 5 ensemble pour développer leurs capacités justement, leurs futures capacités d'étalon. Et puis on a assez rarement quelques chevaux solitaires qui sont souvent des chevaux malades, ou vieux. Mais globalement, la majorité des chevaux vivent en groupes sociaux à l'état naturel et on retrouve, hein, ce besoin de sociabilité, chez le cheval domestique. Donc il faut bien avoir ça en tête quand on pense une écurie, quand on pense une façon de gérer ses chevaux. Le deuxième besoin du coup, c'est, l'alimentation. Le cheval, selon les saisons, hein, ça va varier en fonction de la qualité de l'herbe et cetera. Il va manger entre 15 et 16 heures par jour, voire 18 heures par jour, en hiver quand l'herbe est pas très riche, en fait. Ouais, ça a rien à voir avec, les Ça écuries. n'a rien à voir avec un cheval qui est au box sur copeaux, par exemple, voilà. Le besoin alimentaire, il est d'autant plus important que forcément son système digestif va être adapté à ce besoin alimentaire. Donc il va avoir un petit estomac qui va être, avoir une petite capacité, ce qui fait il doit être rempli tout au long de la journée et l'estomac n'est pas fait pour être vide plus de 3h30 sans manger, en fait, puisqu'on va avoir des sécrétions acides qui risquent justement d'impacter la paroi interne de l'estomac et de créer des ulcères. Donc on a D'accord. Mmh. beaucoup de chevaux, notamment des chevaux de haut niveau, hein, qui sont souvent, ulcérés. Donc ça, c'est le 2e besoin des chevaux quand on monte une écurie ou quand on souhaite rénover une écurie, c'est penser à l'alimentation en continu ou en tout cas de trouver des petites astuces, si on a des chevaux un peu gros, ou des chevaux qui travaillent pas beaucoup, pour essayer en tout cas, de ralentir le temps d'ingestion pour avoir nos 15 à 16 heures par jour, d'alimentation et pas de grandes pauses la nuit, par exemple. Parce que souvent les chevaux, ils ont du foin le soir et le matin, tu reviens, tu as plus rien et tu sais pas à quelle heure il a fini la nuit, quoi. Et le troisième besoin du coup, c'est le déplacement. Parce que finalement, notre cheval, tout en s'alimentant, il va se déplacer. Si vous regardez un cheval au pré, en fait, on les regarde, on revient 10 minutes plus tard, ils sont à l'autre bout du pré, hein. Donc ils vont se déplacer beaucoup, hein. On est aux alentours de 18 kilomètres en moyenne. Oui. Oui, oui, non, bah, Mmh. j'allais te demander justement, j'avais vu que des études avaient estimé, qu'ils parcouraient à peu près alors moins de 20, moi j'avais plus le chiffre, mais si tu me dis 18, Ouais, bah, tu vois, ouais, c'est à peu près 18, sachant que nos chevaux domestiques, les dernières études qui ont été faites, alors ça varie énormément en fonction de la taille des prés, hein, mais on est plutôt autour de 9 kilomètres, enfin voilà, d'accord. Mmh. donc donc Mais ça bouge en tout cas. Mmh. c'est pas pareil, hein. Ça bouge en tout cas, effectivement et le déplacement se fait la plupart du temps au pas. On a très peu de déplacements au trot, au galop qui sont réservés soit aux jeunes en fait, qui vont avoir des comportements de jeu, soit à la fuite, en cas de danger. Donc c'est vrai que c'est différent encore une fois de ce qu'on voit quand on lâche un cheval au paddock. Un cheval qui va 2 heures par jour au paddock, c'est sûr qu'il va partir en coup de cul à fond et cetera et là, on a peur qu'il se blesse parce que justement, il a ce comportement-là parce qu'il est pas suffisamment longtemps tous les jours de la semaine au paddock, en fait. Mmh. Mmh mh. Donc voilà, donc c'est les grands besoins à avoir en tête quand on construit une écurie, quand on rénove une écurie, quand on a son cheval chez soi, hein, c'est ouais, alimentation, contacts sociaux et bien-être et déplacement. Oui, quand on cherche une écurie aussi. Et quand on cherche une écurie, effectivement. Et même, je dirais même plus, c'est les propriétaires de chevaux qui sont acteurs des écuries de demain.
non seulement dans le choix de l'écurie, mais vous êtes là aussi pour changer les mentalités des gérants d'écurie. Parce qu'ils ont pas forcément ils ont souvent le nez dans le guidon, hein, comme tout le monde, hein, parce que c'est des métiers très prenants et ils ont pas forcément, la vue extérieure qui leur permettrait de changer quelques petites choses dans leur écurie pour améliorer le bien-être des chevaux. Donc je pense que c'est les propriétaires, hein, qui sont garants du bien-être des chevaux, de la rénovation, de l'innovation des écuries de demain. Bah, en plus, je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité, parce que bah, nous sommes actuellement en confinement et il y a beaucoup de cavaliers et de chevaux du coup qui ont des problèmes parce que justement leur écurie n'est pas structurée autour du bien-être forcément de leur cheval. Donc ça demande beaucoup d'investissement en ressources pour le gérant, pour sortir tous ces chevaux-là, pour les faire aller dehors, etc. Je pense que c'est une vraie prise de conscience, en tout cas, ce confinement. Il a malgré tout des bonus. Et ouais, j'espère sincèrement que les cavaliers seront acteurs, comme tu dis, des écuries de demain. C'est vrai que tout va pas changer du jour au lendemain, mais finalement, je suis presque contente effectivement de cette situation qui va forcer les gens à se poser les bonnes questions, en fait. Et que ce soit les propriétaires qui, du coup, s'inquiètent des conditions de vie de leurs chevaux parce qu'ils peuvent pas aller les voir, alors que quelque part, rien n'a changé. Voilà, c'est quelque chose ils étaient déjà dans ces conditions-là, hein, leurs chevaux. Et les gérants d'écurie qui, comme tu dis, en plus ont un surcroît de travail s'ils n'ont pas les infrastructures adaptées pour sortir les chevaux facilement, par exemple, et cetera. Donc non, c'est une situation en tout cas qui va révéler beaucoup de notre filière, de la filière équine, quoi. Effectivement, ça prendra du temps, la conduite du changement prend du temps, on peut pas tout rénover du jour au lendemain, parce que ça demande de l'argent, ça demande du temps, clairement. Mais oui, si en tout cas on peut démarrer le process de réflexion, ce sera une bonne chose. C'est ça, j'espère. Et du coup, on peut faire appel à toi. Les professionnels pourront faire appel à toi pour cette aide, par exemple, pour repenser un peu leurs écuries. C'est quelque chose que tu proposes comme prestation. Exactement, c'est même, j'allais dire, une de mes nouvelles passions parce que j'ai vu trop d'écuries où quelque part, il y a peu de choses à faire des fois. Vraiment, il y a vraiment peu de choses à faire. Il suffit d'avoir un regard extérieur, en fait, pour pouvoir allier le bien-être des chevaux, le bien-être humain parce que c'est important aussi, c'est des métiers durs, hein, donc si on peut faciliter son travail quotidien, c'est important et tout en gardant en tête la gestion financière. Il y a pas besoin d'avoir des bâtiments super high-tech, hein, pour le bien-être du cheval, hein. Des fois, il suffit de peu de choses, et des fois, le fait d'aménager ces bâtiments existants, on peut même créer des nouvelles pensions, par exemple, qui du coup, vont ramener un petit peu plus d'argent au quotidien pour pouvoir, compenser le coût du coup des travaux, à réaliser. Donc il y a un vrai impact, à repenser ces écuries, de tous les côtés, quoi. Écoute, bah, je te souhaite beaucoup de succès là-dedans. Tu veux parler d'un site internet? Alors, bah, je commence à travailler, avec l'entreprise Ekeep, qui, eux, sont spécialistes de l'aménagement intérieur des écuries et notamment des sols stabilisés, parce que ça va souvent ensemble. Par exemple, quand on souhaite créer des paddocks avec des terrasses, par exemple. Et donc prochainement, je te laisserai, du coup diffuser, notre projet, via tes réseaux, dès qu'on en aura un petit peu plus, mais vous pouvez déjà prendre contact avec moi, via mon site internet, hein. Ok, d'accord, ça marche. Et ton site internet, parlons-en maintenant. Oui, donc c'est etonova.fr, ethonova.fr. Donc voilà, donc pour l'instant, effectivement, la partie, recherche et développement est plus développée sur le site internet, hein, bien sûr. Mais une partie justement sur l'aménagement, des écuries en faveur du bien-être du cheval va bientôt être, mis en avant. Et puis vous pouvez me trouver aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, ou Instagram. Avec ton nom ou avec Etonova? Alors effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est Etonova et sur, Instagram, c'est Claire Etonova tout attaché. D'accord, ok, ça marche. Eh ben écoute, affaire à suivre. On va regarder ça de près, Avec et puis plaisir. quand tu seras prête, nous aussi. Bah, du coup, je reviens maintenant que tu nous as parlé, du comportement global du cheval, du bien-être. Je reprends ma question.
j'ai envie d'apprendre un truc à mon cheval, comment je dois m'y prendre? Alors à la limite, je préférais la formulation de tout à l'heure. Tu me demandais Comment comment un le cheval cheval apprend? apprend? Ouais. Voilà, parce que, bah, en fait, il apprend exactement comme nous. C'est pour ça, le cheval a, les méthodes d'apprentissage qu'on peut appliquer à l'humain ou à n'importe quel animal ou en tout cas les mammifères, c'est les mêmes méthodes d'apprentissage que celles qu'on peut s'appliquer à nous-mêmes en tant qu'humains, en fait. Donc c'est des différentes, méthodes d'apprentissage. Déjà, je vais commencer par une petite définition de l'apprentissage. En fait, ça va être, la capacité de l'animal à s'adapter à un changement de son environnement et du coup, ça met en place un phénomène d'observation de l'environnement. Il faut bien capter ce qu'on voit et de mémorisation et d'analyse des signaux, en fait. Donc ça veut dire que finalement, le cheval, il va passer, principalement par la vue, hein, pour apprendre un certain nombre de choses. Et tout ce qu'il va apprendre, ça va être mémorisé pour être réutilisé plus tard. Donc c'est exactement le même fonctionnement que pour nous, hein. Oui, 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 ça ressemble, ça m'a l'air proche, ça m'a l'air proche. Voilà. Donc après, effectivement, on va avoir différentes méthodes d'apprentissage. On a ce qu'on appelle les apprentissages, non associatifs. Donc ça va être, par exemple, quand le cheval va s'habituer à quelque chose. On l'exemple qu'on prend, typiquement, ça peut être un bruit constant, par exemple, je pense, au bruit, de l'aplatisseur à orge. Pour un cheval Ouais. qui arrive dans une écurie, ça peut être quelque chose qui, le fait sursauter, par exemple, au départ et si l'aplatisseur à orge est mis en fonctionnement tous les jours et ben, au bout d'un moment, en fait, le cheval ne va plus avoir de changements comportementaux, finalement. Il va plus forcément Il va percevoir le bruit. s'habituer, quoi. Donc il va s'habituer, exactement, d'où le terme «s'habituer». Après, on a le phénomène inverse qui est la sensibilisation. À l'inverse, pour un bruit ou une situation récurrente, le cheval va sensibiliser, c'est-à-dire que ses comportements vont être exacerbés à chaque fois, en fait. Donc ça, c'est le phénomène inverse. Ça peut être, par exemple, le fait d'un sac plastique, par exemple, on a certains chevaux qui vont s'habituer et qui ne vont plus bouger quand un sac plastique est secoué devant eux. Par contre, d'autres, vont être sensibilisés, vont avoir des réactions très importantes. Donc là, c'est plus compliqué pour désensibiliser un cheval qui est au préalablement sensibilisé. Je fais juste une petite aparté sur la désensibilisation qui, d'un point de vue scientifique, n'est pas du tout la même que ce qu'on met derrière en équitation éthologique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les termes sont importants en science. Ouais, mais je t'en prie, je t'en prie. Donc là, c'est plutôt des apprentissages dont nous, on peut être acteurs, en fait, en tant qu'humains, mais la plupart du temps, c'est plutôt des apprentissages qui se font un peu par défaut. On se rend pas compte que notre cheval s'habitue à certaines choses ou se sensibilise à d'autres, en fait. Là où on est le plus acteur, c'est ce que toi tu entends dans comment mon cheval apprend. En gros, c'est comment, je vais moi l'éduquer au quotidien, comment je vais lui apprendre une tâche, comment je vais lui apprendre à marcher au pas, à s'arrêter, en main, à cheval et cetera. Donc là, on est plutôt sur ce qu'on appelle les apprentissages associatifs où on va en fait associer un code, donc de ce qu'on veut lui faire faire, à, une réponse en fonction de lui, sa réponse comportementale, en fait. Donc, je m'explique, par exemple, on est à cheval, on veut que le cheval avance, on donne une petite pression de jambe et si le cheval avance, j'arrête ma pression de jambe. Là, on est sur de l'apprentissage associatif qu'on appelle l'apprentissage instrumental et c'est ce qu'on appelle un peu l'apprentissage, avec un renforcement négatif. Alors faut pas entendre, il y a pas de connotation dans négatif, c'est juste qu'on a enlevé la pression de jambe, pour que le cheval avance. Donc on a enlevé, la pression, donc c'est pour ça que c'est négatif. Excuse-moi, hein, je fais une petite parenthèse sur renforcement négatif. La ceinture de sécurité, pour moi, c'est un renforcement négatif. Tu vois, quand tu es dans ta voiture et que ça bip, parce que t'as pas mis ta ceinture, c'est chiant sans être douloureux. Et au moment où tu la boucles, paf, le bip s'arrête. C'est intéressant. Ouais, ouais, effectivement, pour les humains. Non, mais c'est intéressant parce que je te disais qu'il apprend comme les humains, donc effectivement, d'autant plus que la plupart du temps, ça devient automatique après pour nous.
Bah oui, oui, tu vois, finalement, on n'a même plus besoin d'attendre le bip, de la ceinture et baf, on la met, direct, quoi. C'est ça. Et donc on peut avoir la même chose, après chez le cheval. Alors si on reprend le fait d'avancer, en fait, avant même la pression de jambe, nous, on va donner plein d'indicateurs au cheval qui vont passer par notre posture, le fait de se redresser un tout petit peu, par exemple, une tension musculaire même très fine peut indiquer au cheval d'avancer et on n'a même plus besoin des fois de faire une pression de jambe, en fait. Donc on peut trouver des parallèles effectivement. Donc renforcement négatif, ça c'est fait. Renforcement négatif et donc le renforcement positif, en tant que cavalier, vous en avez sûrement déjà entendu parler, notamment du clicker training, qui est un type de renforcement positif où, l'idée c'est, d'ajouter quelque chose, d'où le terme positif, alors que renforcement négatif, on enlève une pression. Là, on va ajouter quelque chose d'appétant, de positif, donc c'est souvent de la nourriture, des granulés, des carottes, ou éventuellement un bon grattage au garrot, mais c'est compliqué Quand quand on on est est, loin, ouais. en selle. Voilà. Et du coup, si on prend le même exemple, en fait, ces 2 types d'apprentissage peuvent s'appliquer sur le même exemple. Si je veux apprendre à mon cheval, à avancer, je peux, par exemple, avoir un code qui est le claquement de langue et une fois que le cheval fait un pas, du coup, je, renforce, positivement en donnant un morceau de carotte, par exemple. Donc, on peut apprendre le même comportement, la même tâche à un cheval avec différents types d'apprentissage. Là, je vous ai donné 2 exemples, renforcement positif, renforcement négatif. Il y a d'autres types d'apprentissage, mais on va pas tout détailler aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que le renforcement positif, par exemple, même chez l'humain, hein, on peut l'utiliser, même si on a une conscience qui fait que, souvent, on sait ce qu'on est en train de faire. Par exemple, je vais finir, d'écrire ce que je suis en train d'écrire et quand j'aurai fini, j'irai me prendre un Mmh. chocolat. Mmh. C'est plus facile à comprendre pour les enfants, par exemple, tu auras le droit de regarder la télé quand tu as fini tes leçons, par Oui, exemple. oui, bah, après, j'imagine, en entreprise et tout, ils ont d'autres méthodes, mais l'idée est bien là, hein. C'est de dire, merci, c'est de promouvoir, c'est de, ouais, donner une récompense, quelconque, Exa e exactement. Exactement, c'est le principe de la récompense qui peut être effectivement même insignifiante, hein. Le fait d'avoir un sourire de son boss, par ouais, un exemple, merci, c'est une récompense, le merci, effectivement. qu'on n'entend pas Un forcément, merci, un ouais, ouais. sourire ou un Mmh. exactement. Donc tout ça pour dire que le cheval va avoir les mêmes mécanismes, en tout cas sur l'apprentissage, neuronaux et cetera, que l'humain, qu'on utilise bien sûr différemment, hein, parce qu'on est 2 espèces différentes. Mais si on veut apprendre quelque chose, par exemple, les premiers tests ont été faits sur des rats en laboratoire, sur l'apprentissage et donc c'est exactement les mêmes principes, sauf qu'on va pas mettre en place les mêmes renforcements négatifs ou les mêmes renforcements positifs en fonction de l'espèce. C'est D'accord. tout. Mmh. Hem, on va pas apprendre les mêmes tâches, bien sûr, en fonction de l'espèce. Et y a-t-il une bonne méthode ou est-ce que finalement, pour bien apprendre, il faut un mix de tout? Alors souvent, le problème des cavaliers, c'est que justement, ils savent pas ce qu'ils font. Et du coup, ils vont mélanger un petit peu tout, ce qui peut être compliqué à comprendre pour le cheval. Donc je pense que la bonne méthode, c'est de savoir ce qu'on fait, d'avoir un bon timing, parce que là, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais que ce soit pour le renforcement positif ou négatif, pour que le cheval comprenne la tâche qu'on souhaite lui apprendre, il faut être très précis dans le moment où on va, faire notre renforcement négatif ou notre renforcement positif, par exemple. Bah, je reviens sur l'histoire de la ceinture. Clairement, si tu boucles ta ceinture et que le bip continue, tu te dis que c'est pas la bonne réponse. Donc Exactement. Donc on peut faire un petit peu d'anthropomorphisme effectivement pour comprendre, hein, ce que ça peut impliquer pour le cheval, voilà. Moi, le point principal, c'est d'être clair dans ce qu'on demande au cheval et donc ça veut dire savoir soi-même ce qu'on lui demande. En gros, c'est ça et notre timing entre le code qu'on demande et la réponse qu'on attend du cheval et l'autre chose, c'est la fréquence et là encore, hein, il y a des parallèles avec, notre, fonctionnement mémoriel, hein, et attentionnel.
pour que le cheval apprenne bien, faut qu'on ait son attention, donc c'est plus facile d'apprendre quelque chose dans un lieu calme, par exemple, que le mercredi après-midi, alors qu'il y a tous les gamins qui courent dans le centre équestre, par exemple. Et la motivation, c'est important aussi de motiver le cheval, pour ce qu'il est en train de faire. Mmh. Les renforcements positifs d'ailleurs, en général, les chevaux sont relativement motivés avec cette technique-là. Et du coup, mon dernier point, c'est la fréquence. C'est un petit peu on dit souvent chez l'humain, en fait, qu'on a à peu près 12 minutes d'attention, notamment si on a un cours d'1 heure, en fait, c'est un peu des cycles de 12 minutes, donc il faut changer ses modes d'apprentissage toutes les 12 minutes. J'ai pas forcément de timing spécifique pour les chevaux, mais en tout cas, mieux vaut sur une séance d'1 heure avoir quelques séances de 5 minutes réparties où on va travailler un exercice spécifique comme la session à la jambe ou quelque chose et faire d'autres choses entre les 2 que le cheval connaît, par exemple, qui va moins lui demander, à son système de mémorisation de se mettre en place, en fait. Et mieux vaut répéter l'exercice, je sais pas, à 9 heures, à 9 heures, à 9h10, à 9h30 et à 9h50, plutôt que d'essayer une demi-heure d'affilée. C'est contre-productif pour l'apprentissage. D'autant plus, petite précision, si vous avez un jeune cheval, le degré d'attention des jeunes chevaux est plus court, donc vaut mieux des séances plus courtes pour les jeunes chevaux. À la limite, je sais que c'est pas très pratique, mais vaut mieux 2 séances d'une demi-heure dans la même journée plutôt qu'une grosse séance d'1 heure, pour la rétention des informations. Ça marche. J'avais une question comportement de la part d'une auditrice qui demande quelles étaient les pistes possibles pour sa jument qui refusait de rester longtemps au pré ou en paddock, même s'il y avait d'autres chevaux avec elle. Est-ce que tu peux aider cette personne? Alors, il y a souvent, plusieurs, facteurs qui peuvent, engendrer ce comportement chez le cheval. Déjà donc la mise au pré effectivement, va dépendre de l'expérience de chaque individu et de son tempérament, mais également des conditions environnementales. Donc, on sait que les chevaux qui ont pas forcément l'habitude d'être au pré notamment, il faut leur fournir une source d'aliments. Alors je ne sais pas si cette personne est au sud ou au nord de la France par exemple, mais s'il y a pas suffisamment d'herbe, il faut absolument qu'il y ait, du foin par exemple à volonté dans le pré pour intéresser l'animal et qu'il y passe, du temps. Deuxième point, la question était même s'il y a d'autres chevaux. Par contre, enfin effectivement, j'ai dit que le cheval est un animal grégaire, il a besoin de contacts sociaux, sauf qu'à l'élevage actuel, hein, on a beaucoup de chevaux qui vont être retirés très jeunes de leur environnement social et qui vont pas apprendre les codes sociaux. Donc si on a un cheval, adulte qu'on remet dans un groupe social et qui ne comprend pas en fait, qui ne sait pas communiquer avec ses congénères, ça peut soit créer des comportements d'agressivité, soit le cheval se met à l'écart justement. Ça, plus le fait qu'il peut y avoir des questions d'affinité. C'est possible que sa jument, n'ait aucune affinité avec les chevaux avec lesquels elle est mise au pré aussi. Donc faut aussi prendre ça en compte, hein, ils ont leur propre, caractère, comme nous. Donc une des solutions pratiques, donc effectivement, ce serait de vérifier qu'il y ait suffisamment de fourrage dans le paddock et s'il y a plusieurs chevaux, qu'il y ait plusieurs sources de fourrage à plusieurs endroits du paddock. Deuxième point, si vraiment, elle a pas de contacts sociaux avec les chevaux, vaut mieux essayer de lui trouver un copain, en fait, avec qui les mettre tous les 2 pendant un certain temps, vérifier qu'ils ont quand même une certaine affinité pour qu'ils créent des liens et ensuite remettre ces 2 chevaux-là dans un groupe social plus grand. Et éventuellement, ces liens sociaux peuvent être créés aussi au box si on a des parois de box, ouvertes, par exemple, qui permettent le contact social au box, si on n'a pas envie de les mettre au pré, tout de suite, par 2, pour éviter les risques, d'accident. Donc voilà, j'espère que j'apporte assez de réponses, en tout cas avec les données que j'avais. Eh ben, écoute, merci pour elle. J'espère qu'elle t'entendra et qu'elle pourra appliquer tout ça. Je reviens aux questions un peu plus larges. Alors, tu parlais tout à l'heure des façons d'apprentissage, associatif, non associatif, etc. Si on parlait un petit peu de nous par rapport au mauvais comportement, mauvais au sens non approuvé par nous, est-ce que je peux apprendre quelque chose par Mmh. mon cheval, par mégarde, involontairement?
Tous les jours, j'allais dire. Tous les jours, ouais, Tous ouais, les ouais. jours. Alors vous avez peut-être entendu parler, du cas de Clever Hans? Je sais pas si toi ça te dit quelque chose déjà, Non, ça ne me Angélique? parle pas. Alors, pour la petite histoire que je raconte sûrement très mal, Clever Hans, c'était un cheval au début du XXe siècle, donc en Allemagne, et son propriétaire clamait que son cheval savait compter, et donc il l'emmenait de foire en foire, donc Ah, c'est celui-là, OK. voilà, c'est celui-là, Hans le Malin, pardon, en français peut-être, Non, 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 mais je c'est plus connaissais clair. pas son nom, mais le cheval qui savait compter, ça me parle effectivement. Voilà. Et donc le cheval savait compter, donc en tout cas, c'est ce que son propriétaire clamait, donc il l'emmenait de foire en foire, bien sûr, contre quelques petites pièces. Les gens, demandaient au cheval de compter, bon, bien sûr, pas jusqu'à 150, hein, mais jusqu'à 5, et donc le cheval avait un podestre et il tapait sur le podestre. 1, 2, 3, 4, et donc là, vous imaginez que toute l'assistance, qui savait jusqu'à combien le cheval devait compter, à 4, tout le monde retenait son souffle, et donc là, le cheval tapait 5 et s'arrêtait. Donc il se trompait très rarement, hein. Donc il y a plein de commissions, qui ont été mis en place par le gouvernement pour vérifier si ce cheval savait compter. Donc je vous passe les détails, et au bout d'un moment, c'est un psychologue, hein, qui a testé le cheval et qui s'est aperçu que le cheval ne donnait la bonne réponse que si la personne qui lui posait la question connaissait la réponse. Et en fait, le cheval a une capacité à lire très finement, en fait, nos expressions faciales, mais également aussi nos mouvements du corps. C'est pour ça que je vous disais, tous les gens vont se redresser de quelques millimètres, en fait, ça suffit pour indiquer au cheval un certain nombre de choses, qui, au bout d'un moment, il va associer ça à un certain type de comportement. Donc tout ça pour vous dire que tous les jours, en fait, vous avez des mimiques faciales ou des mouvements de votre corps qui vont indiquer au cheval un certain nombre d'informations que vous êtes même pas en capacité de vous apercevoir que vous avez, transmis une information. Donc c'est en ça que tous les jours, on va transmettre, un certain nombre de choses, donc les réactions des chevaux, comme par exemple le fait, je sais pas, de fouiller dans la poche, de donner un petit coup de nez, j'en sais rien, et ça peut très bien être, en réponse à quelque chose que j'ai émis. Je voulais évoquer aussi un comportement qui est très courant, c'est le cheval qui va frapper dans sa porte quand on le nourrit, par exemple. Ah oui, ça, les écuries, ça s'anime. Bah, voilà, ça c'est très courant dans les écuries. Alors après, c'est un comportement d'anticipation qui est totalement légitime quand les chevaux entendent la brouette, hein. Par contre, c'est quelque chose qu'on va renforcer nous, parce que si on donne, les granulés au moment où le cheval va frapper dans la porte, effectivement, on va renforcer ce comportement-là. C'est un peu comme du renforcement positif, dont je vous parlais tout à l'heure, en fait. Donc il y a aussi un certain nombre de petites choses, qu'on fait. Si on prenait un petit peu plus de temps au quotidien, on pourrait éviter un certain nombre de comportements plutôt désagréables pour nous, ou en tout cas dont on n'a pas envie que le cheval fasse. Ouais, mais comment faire là, effectivement, à moins de pouvoir nourrir en personne, c'est vrai que c'est compliqué, je pense, de prévenir, les gérants d'écurie. Effectivement, ouais, ouais, effectivement, c'est compliqué, ou faudrait effectivement le faire pour chaque cheval. Après, c'est un comportement désagréable, mais qui a pas forcément de conséquences à long terme, hein. Oui, C'est d'incidence, ouais, ouais. Voilà. En tout cas, ça arrive, quoi. Heu, Particulièrement en mmh, écurie. On en revient aux écuries, hein, du coup. c'est ça, c'est ça. Bah, peut-être un exemple qui est là, je pense à un exemple qui est un petit peu plus concret pour les propriétaires, hein. Il y a certains chevaux qui sont mordeurs, et effectivement, notre comportement par rapport la façon dont on va réagir par rapport à un cheval mordeur, va pouvoir du coup, amplifier ce comportement au cours du temps. Effectivement, le fait de se retirer, par exemple, même si c'est que de quelques millimètres, de se mettre hors de portée du cheval qui mord, par exemple, et ben, on va l'inciter à répéter à chaque fois, et du coup à augmenter son geste. Mieux vaut avoir des comportements un petit peu plus invasifs, j'allais dire, que vers le cheval qui est mordeur, enfin qui mordit, hein, on est d'accord. Parce que les chevaux qui mordent, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Mais si on est sur un début de comportement, Mmh sur mh, un jeune mmh. cheval par exemple,
mieux vaut effectivement ne pas se retirer quand le cheval mord, mais plutôt le pousser ou lui faire quelque chose de désagréable, lui gratter le nez à un endroit où il aime pas ou lui pincer, très gentiment les naseaux, mais juste, faire quelque chose de désagréable plutôt que de se reculer parce que si on se recule à chaque fois qu'il tente de mordre, eh ben, il va finir par amplifier son geste et c'est là où il y a le risque qu'un jour il se mette à mordre quelqu'un. Je sais pas si c'est un petit peu plus clair comme exemple, Oui, 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 écoute, Mmh. moi j'ai compris. J'espère que les auditeurs aussi, OK. mais moi j'ai compris. Bah, je pensais aux comportements qui dévient un petit peu. Je pensais aux tics aussi. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour les chevaux qui tiquent à l'air, qui tiquent à l'ours? Est-ce Alors qu'on peut leur venir en aide d'une manière ou d'une autre? alors du coup, l'éthique, c'est ce qu'on appelle d'un point de vue, scientifique, les stéréotypies. Donc les stéréotypies, c'est des comportements, invariants, répétitifs et sans but apparent, en fait. Donc effectivement, tu as cité le tic à l'appui, le tic à l'air, le tic à l'ours. Il y a aussi les chevaux qui marchent dans le box, l'automutilation fait partie des stéréotypies, par exemple. Enfin voilà, donc il y a tout un tas de comportements. Hem, les les stéréotypies, chez les chevaux vivant à l'état naturel, en fait, il y en a pas. Donc on pense que c'est une adaptation des chevaux aux contraintes de l'environnement. Après, je vais vous donner quelques exemples, même si c'est pas forcément c'est souvent multifactoriel, hein. Il y a une part génétique, il y a une part de l'environnement, il y a une part de l'éducation, une part de l'élevage du cheval. Mais par exemple, souvent le cheval qui tique à l'ours, pardon, ou qui marche dans le box, c'est souvent lié à un manque de contacts sociaux. À l'inverse, un cheval qui tique à l'appui ou qui tique à l'air, c'est souvent lié à un déséquilibre dans l'alimentation, une alimentation trop riche et pas assez de fourrage. Donc on a quand même des grandes tendances, on va dire, pour ces chevaux-là et malheureusement, les chevaux qui tiquent, en général, ça se déclenche plutôt dans les jeunes années, voire très tôt au sevrage, par exemple, pour le tic à l'appui ou voire même, les premières années d'hébergement pour le tic à l'ours et cetera et les stéréotypies, il y a un système physiologique, hormonal qui fait que c'est un peu un cercle vicieux et qu'une fois que c'est apparu, ça soulage l'animal et du coup, ça a du mal à partir. Donc c'est très compliqué en fait de les faire disparaître totalement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aménager les conditions de vie du cheval pour que, au moins, enfin les contraintes, soient moindres pour lui. Même si, en général, il va diminuer la fréquence de ces stéréotypies, donc de ces tics, mais ça va rarement disparaître totalement. À moins de le mettre au pré et effectivement de changer complètement son environnement. Ouais, mais même, il y a des chevaux, bah, ça peut arriver, hein, qu'il y ait des chevaux qui tiquent à l'ours, par exemple, qui peuvent se remettre à tiquer à l'ours au pré, dans des conditions un peu stressantes. Par exemple, on sort un copain du pré et eux, ils vont se remettre à tiquer à l'ours à la barrière, par exemple. D'accord, OK. Donc ça disparaît rarement totalement, mais ça en tout cas de façon permanente. Même si on a tout à gagner à améliorer les conditions de vie des chevaux. Ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas parce que dans certaines écuries justement les chevaux qui tiquent et cetera, on les met bien au fond de l'écurie là où personne va les voir et souvent ça ne fait qu'aggraver les choses. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et juste une petite précision, il y a pas de ça a pas été démontré scientifiquement qu'il y aurait une contagion d'un cheval à l'autre en fait. Quand on a un cheval qui tique dans une écurie et qu'il y a un autre qui se met à tiquer, il faut plutôt se poser la question des conditions de vie globales du groupe de chevaux plutôt que d'une potentielle contagion en fait, imitation ou contagion d'un cheval à l'autre. Eh ben, écoute, c'est bon à savoir. Parce que c'est vrai que j'avais entendu parler de cette idée reçue, du coup, que ça pouvait se transmettre. Voilà, c'est pour ça que je c'est pour ça que je le dis. Alors éventuellement chez des jeunes chevaux, mais j'entends très jeunes, hein, à l'âge d'apparition des stéréotypies, mais chez l'adulte, mieux vaut se poser la question des conditions de vie. Ça marche. Écoute, ici, là, dans le sud de la France, il y a une tendance que j'ai notée. Je dis plutôt dans le sud parce que je l'ai pas vue dans le nord. C'est les jouets pour les chevaux, en particulier les peluches. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? Alors il y en a aussi dans le nord, je pense plus à des ballons, à des choses comme ça. Donc on est sur le principe de l'enrichissement de l'environnement. C'est-à-dire ramener des stimulations,
au cheval pour l'occuper. C'est le but, c'est le principe. Ça peut avoir un intérêt, hein, même si les meilleures stimulations que le cheval peut avoir, c'est du contact social, hein, pour être honnête, hein. Mmh. Si on a un cheval au box, ramener des jouets d'écurie peut être intéressant, sauf que, le cheval va s'habituer très vite. C'est le même principe de l'habituation, dont on a parlé tout à l'heure et ça n'a d'intérêt que si on change les objets très régulièrement, mais genre 2 fois par semaine, hein. Ah oui, d'accord, à ce point-là, ouais. Voilà. Et alors ça peut on peut du coup faire tourner les jouets, hein. La pluche, on la met la première semaine du mois et on la remet à la fin du mois. Enfin voilà, il y aura quand même un effet de nouveauté même s'il la connaît. Mais le cheval, va avoir tendance effectivement à jouer avec ce type de jouet, quelques heures au début, voire les 2 premiers jours et après plus du tout. D'accord. Sur le marché, il y a aussi des jouets alimentaires. Donc là, en général, l'intérêt est un petit peu plus croissant, il y a des choses assez simples à faire, hein. Par exemple, on met une corde, on fait un trou dans une pomme, on met une corde et on l'accroche dans le box et là, le cheval va passer du temps, par exemple, à manger sa pomme, donc il y a un double intérêt à la fois alimentaire et à la fois de stimulation. OK, OK, OK. Alors si je reprends, on va dire par rapport au début de notre interview avec les éthologues horsemanship, est-ce que votre relation, elle se passe bien Mmh. ou pas? Oh bah, globalement oui, hein, enfin, moi le principe de travailler, dans le but justement d'améliorer, le rapport du cavalier et de son cheval et le bien-être du cheval, voilà, il y a on travaille tous dans le même sens. Après, toutes les formations d'équitation éthologique prennent pas tous en compte vraiment la partie théorique éthologique que moi j'enseigne. Donc des fois, il y a un petit peu de fausses croyances, de choses un petit peu fausses qui circulent. Je dirais que c'est le seul point noir en fait, de certaines personnes qui pratiquent l'équitation éthologique ou le horsemanship. D'accord, OK. Quelle est la meilleure façon pour moi d'apprendre, le comportement de mon cheval, d'apprendre à l'observer, d'apprendre, son caractère? Bah, en fait, la réponse est dans la question. Il faut prendre le temps de l'observer, en fait. D'accord. Je pense que tout le monde est capable d'observer un cheval, mais c'est pas en l'observant 5 minutes, par jour, hein. Faut l'observer plusieurs heures, plusieurs mois d'affilée, hein, j'allais dire. Quand c'est votre propre cheval, vous avez le loisir de le faire, hein, et essayer de rester le plus neutre possible, plutôt d'observer et ensuite d'interpréter dans un second temps. Parce qu'on a tendance à faire de l'anthropomorphisme, ce qui est normal, hein. Mais c'est vrai qu'apprendre à observer son cheval, alors il y a des choses assez simples, ça peut être la position des oreilles, la posture du corps, ses relations avec les autres. Est-ce qu'il est proche d'un autre cheval? Est-ce qu'il a des relations plutôt d'agressivité, auprès du ballot de foin, par exemple, des choses comme ça. Et du coup, ça va vous permettre, bon, déjà d'avoir une petite idée de son tempérament, mais également de la hiérarchie du groupe, par exemple, si votre cheval est hébergé en groupe et de savoir un petit peu où se positionne le cheval, dans le groupe. Bah, qu'en est-il de la hiérarchie justement? Alors, c'est peut-être une idée reçue, mais on dit souvent qu'il faut être le leader de son cheval. Quelle est ton interprétation de cette phrase? Alors du coup, je vais repartir un petit peu par rapport aux définitions scientifiques, hein. Déjà pour, différencier 2 termes qu'on entend fréquemment, le leadership et la dominance. Ouais. La dominance, en fait, va s'exprimer, face à une ressource. Donc par exemple, le grain, la distribution d'alimentation. Et le cheval dominant va être dans un groupe, hein, va être celui qui, va avoir accès à la ressource en premier. Donc c'est assez facile de déterminer le cheval dominant dans un groupe, hein. Il suffit de mettre de la nourriture que dans une auge et on voit ce qui se passe. Plus le cheval est dominant, moins son comportement va être, exacerbé, plus il va être subtil. Un cheval très dominant dans un groupe, par exemple, qui va s'approcher de l'abreuvoir, il va juste avoir besoin de marcher en ayant un tout petit mouvement d'oreille en arrière et tous les autres chevaux vont s'écarter. En fait, quand la hiérarchie n'est pas établie, c'est-à-dire quand le dominant n'est pas encore déterminé, là, on va avoir des comportements agressifs plus marqués. Parce que justement, les chevaux sont en train d'établir
cette hiérarchie et donc notre dominant, on va l'appeler l'alpha. Ça va être celui qui, au bout d'un certain temps, donc ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 3 mois, hein. En général, c'est plutôt plusieurs mois. Au bout d'un certain temps, notre dominant qui va être en haut de la hiérarchie, il va plus avoir besoin d'avoir des comportements très marqués, pour avoir accès, privilégié à la nourriture par exemple, ou à son congénère, privilégié. La définition du leadership, c'est un petit peu plus complexe, dans l'imaginaire collectif, le leader, en fait, c'est celui qui va, diriger le groupe de chevaux, lors d'un changement d'activité. Les études récentes ont montré qu'en fait, il n'y a pas forcément de leader particulier chez le cheval, mais que c'est plutôt une capacité du groupe à se déplacer de façon coordonnée et qu'il y aurait des grosses variabilités sur, justement les différents chevaux qui peuvent, inciter justement ces changements d'activité, notamment en fonction, de leur tempérament et des affinités qu'ils vont avoir avec le groupe. Donc le terme leader est un petit peu remis en question déjà chez le cheval et en général, de toute façon, on met pas la bonne définition derrière quand on en parle, au quotidien. Donc quand on dit effectivement qu'il faut être leader chez le cheval, en fait, il faut partir du principe que finalement, il y a pas vraiment de leader chez le cheval. Mieux vaut essayer de construire une relation, d'affinité, en fait, avec le cheval, sachant que le cheval sait que vous n'êtes pas un cheval, hein, il sait que vous êtes un humain, donc il va pas avoir les mêmes relations avec vous qu'il aurait avec un congénère, hein, plutôt que d'essayer d'être le leader. Et on voit aussi, des fois, on parle de dominance aussi, mais le terme dominance, encore une fois, ça sert à rien d'essayer d'être dominant sur son cheval, parce que de toute façon, la dominance, c'est l'accès à une ressource privilégiée. Donc c'est encore une fois, c'est pas la définition qu'on peut en avoir dans l'imaginaire collectif. Ouais, ouais, je te pose la question parce que moi j'étais passée par une méthode d'éducation avec mon cheval où ça s'appelle la politesse au repas. Et où effectivement l'idée c'est de défendre une ressource de nourriture Mmh. et, et d'avoir finalement le comportement du caractère, enfin le comportement du cheval dominant, c'est-à-dire qu'après le simple fait que tu t'approches du foin, de l'auge, de la source de bouffe fait que ton cheval s'en va. Et là c'était vraiment dans un but éducatif pour pouvoir ajouter des médocs, avoir accès au seau sans qu'il te morde, sans qu'il le défende à son tour, etc. Voilà, du coup, tu vois, j'essaye de raccrocher les wagons avec ce que j'ai pu Mmh. avoir à ce moment-là comme info et faire avec mon cheval. Donc là, effectivement, on est dans une application, au plus pur de la définition de dominance, mais pas de leadership, du coup. Ouais, d'accord. Donc je Ouais, pense ouais, carrément. qu'effectivement, potentiellement, ça peut être intéressant, comme tu dis, pour créer, une certaine distance à certains moments quand on en a besoin, mais pour moi, le terme est mal utilisé, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 je le comprends maintenant avec tes explications. Oui, après, en fait, être le leader de son cheval dans les autres activités, c'est juste faire en sorte de le convaincre qu'on va changer de direction, C'est éduquer. Pour moi, c'est de l'éducation qui passe par les techniques d'apprentissage dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, finalement, c'est un peu creux, leader et dominant, après t'avoir parlé. Bah, bon, j'espère que voilà, enfin, j'ai pas la science infuse, mais en tout cas, c'est les définitions scientifiques au jour Ouais, d'aujourd'hui. ouais, ouais, ça marche. D'ailleurs, si on a envie d'en apprendre un peu plus sur l'éthologie, est-ce que tu as des ouvrages que tu recommandes? Alors, vous pour apprendre sur le comportement du cheval, ma collègue Hélène Roche a écrit pas mal de livres sur la question. Notamment, on parlait de l'observation tout à l'heure, il y a un petit livre sur comment observer son cheval et je sais qu'elle fait pas mal de formations également, si ça vous intéresse, notamment au clicker training, hein. Mais sinon, effectivement, il faut faire assez attention, à ce qu'on peut trouver en ligne sur internet parce qu'il y a vraiment de tout sur la qualité des informations qu'on peut trouver sur les sites. Pour moi, là où vous ne pouvez pas vous tromper et où l'information est assez riche, c'est le site Equipedia de l'IFCE, Equipedia, pedia.fr et donc vous avez des articles écrits soit par des chercheurs de l'IFCE, soit par des gens de l'IFCE, hein, et ça va du bien-être du cheval au comportement, jusqu'à l'alimentation. Enfin, c'est très, très large. Les sujets sont très, très larges et vous pouvez être sûr des sources, ce qui est pas toujours le cas sur les autres sites. Ça marche en termes de formation, il me semble que toi tu proposes via la Sens en fait, du contenu aussi.
et que tu as écrit une partie de leur formation, c'est ça, si ma mémoire est bonne? Alors, oui, pas tout à fait. Donc du coup, effectivement, moi, j'enseigne, la partie théorique des formations des brevets fédéraux d'équitation éthologique, donc au haras de la Sens, effectivement. Sachant que c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes les formations en équitation éthologique n'ont pas cette partie théorique. Donc cette formation a l'avantage de l'avoir. Ce qui permet ensuite effectivement de mieux comprendre comment on travaille le cheval, comment on l'éduque, et quels principes d'apprentissage on met en application. Et effectivement, dans le livre sur la méthode Lassens, vous avez aussi une partie théorique, du comportement du cheval, auquel j'ai participé. Donc sous forme de livre là, du coup. C'est clair. Pour la dernière question, pour le mot de la fin, Mmh. si je te demande le premier mot qui te vient à l'esprit, lorsque je te parle du lien cavalier-cheval, tu penses à quoi? C'est pas un mot extraordinaire, c'est déséquilibre. Je sais pas pourquoi, comme tu dis, c'est le mot spontané qui m'est venu à l'esprit. Je suis justement en train de me poser ces questions-là dans différents projets de recherche et on c'est assez peu encore étudié, c'est l'impact de la posture du cavalier sur le cheval monté. Donc à travers le matériel, à travers la selle, à travers le filet, mais aussi je trouve que le cavalier ne se remet pas en question sur lui qui il est, quels sont, ses maux, heu, enfin on a mal à l'épaule, on a mal à tel endroit. MAUX? Oui, Ouais. ces mots MAUX, pardon, qui peuvent se répercuter sur le cheval et du coup avoir une tension de l'arène gauche plus importante, avoir un un poids du corps décalé par exemple, ce qui peut impliquer, une pression de la selle différente sur le dos et cetera et donc enfin voilà, c'est le mot déséquilibre qui m'est venu, parce que c'est assez peu étudié et enfin c'est relativement étudié d'un point de vue scientifique, mais on n'a pas encore, toutes les solutions d'un point de vue pratique. Donc je pense que c'est encore à étudier et à prendre en enfin, faut en prendre conscience quand on en est cavalier et notamment, le fait qu'on est également un sportif, quand on est cavalier, on a tendance à sortir le cheval du box et à sauter dessus, sans s'échauffer soi-même. Je pense que déjà si on s'échauffe un petit peu, on aura moins de répercussions sur, le bien-être du cheval monté, de son cheval. Ah ouais, carrément. Bah, c'est vrai que c'est un paradoxe chez le cavalier, c'est que finalement on est sportif, mais on n'a pas les comportements de sportif. C'est C'est assez assez bizarre. bizarre et pour remettre ça dans la perspective du bien-être du cheval, effectivement, on a tendance à marcher un petit peu son cheval avant de commencer à trotter ou galoper. Mais c'est probablement grandement insuffisant, quand vous imaginez effectivement un cheval qui normalement a la capacité de marcher toute la journée. Donc à la limite, je pense qu'un cheval hébergé au pré, sera un meilleur compétiteur parce qu'il aura, fait fonctionner son système, locomoteur, toute la journée et pas uniquement, 10 minutes avant d'aller sauter le premier obstacle. Eh ouais, et ben écoute, c'est un dernier mot, c'est un mot de la fin qui invite à pas mal de réflexions, qui reboucle en plus avec les sujets du début et tout. Non, non, c'est bien fait, c'est bien pensé, bravo. C'était spontané. Et en plus, c'était spontané, comme quoi, tu vois. Et ben c'est top. Bah écoute, merci Claire pour ton temps et pour toutes ces explications. Et j'espère vraiment que ça va titiller la curiosité de nos auditeurs. Merci à toi pour l'invitation et puis, au plaisir pour de nouveaux projets. Ouais, ça marche. À bientôt, salut. Au revoir. Hello à nouveau, c'est la fin de notre épisode L'éthologie, la vraie. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez envie de creuser un peu plus sur l'éthologie équestre, la science du comportement du cheval. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions, me proposer des idées de personnalités équestres à interviewer, rendez-vous sur la page Facebook J'entraîne mon cheval ou sur Instagram @j'entraîne mon cheval. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, à bientôt.